François Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez « Il est où, virgule, le bonheur ?» au Lien qui libère, les maisons d'édition, mais sans point d'interrogation, pourquoi ? Parce que je sais un peu où il est, et donc voilà, j'ai pas mis de point d'interrogation, parce que quand même, je le dis un peu. C'est-à-dire que je pense qu'on vit une époque particulière. On vit un moment où c'est plus les biens qui font le bonheur. Pendant des décennies, voire des siècles, c'est l'accumulation de richesses. Ça a été le PIB, la croissance, qui a apporté un supplément de bonheur. Et on voit qu'aujourd'hui, dans tous les pays développés, ça n'est plus ça qui fait le bonheur. Et donc je sais un peu ce qui fait le bonheur aujourd'hui. Ça n'est plus les biens, c'est les liens. C'est la qualité des relations qu'on entretient avec ses voisins, ses cousins, ses collègues. Et ça peut même se mesurer avec des études étranges, vous savez, monsieur Bourdin. Si je vous mets là des gouttes pour attraper un rhume, eh ben, sous le nez, ça a été des tests qui ont été faits sur des cobayes, les gens qui ont des bonnes relations d'amitié, d'amour et ainsi de suite guérissent beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que leur stress se concentre sur rétablir leur corps plutôt que sur est-ce que je suis jugé, est-ce qu'on m'aime bien. Vous pensez que le bonheur, c'est l'amitié plus que le dernier smartphone ? Exactement. Vous pensez que ça ne procure aucun bonheur de s'acheter un smartphone ? Non, je ne dis pas qu'il n'y ait pas une valeur utilitaire. Ou je ne sais pas, moi, le dernier pull qu'on voit dans la boutique qu'on aime bien fréquenter, non ? En effet, ou sur Internet ? En effet, on est sur Amazon. On nous invite à penser que nos envies, nos désirs, c'est ça. Parce qu'il y a un imaginaire publicitaire. Vous savez que tous les jours, on voit plus de 10 000 marques. 10 000 marques par jour. La publicité, aujourd'hui, elle est partout. Elle nous envahit. Donc forcément, ils viennent à l'intérieur de notre cerveau et nous font croire que c'est ça qui va faire notre bonheur. C'est-à-dire que le dernier iPhone, c'est pas seulement pour sa valeur utilitaire. Je conteste pas. Moi, j'ai un téléphone portable, vous en avez un, c'est bien utile pour pouvoir appeler, mais ça revêt une valeur sociale. C'est-à-dire qu'on estime que on s'élève dans la société, on reste à la hauteur, keep up with the Jones, on dit en anglais, c'est-à-dire rester à la hauteur des Durand, parce qu'on a le dernier iPhone qu'on va pouvoir montrer à ses voisins. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le bonheur, le progrès, il est plus technologique, c'est le progrès humain qui compte. Vous avez un iPhone, vous ? Non, j'ai un Samsung. Bon, Samsung, c'est pareil. C'est pareil. Oui, j'ai un téléphone portable. C'est coréen au lieu d'être américain. C'est pas le même prix. Mais bon, c'est pas le même prix. Mais ça dépend du Samsung. Mais en tout cas, c'est quelle vision du bonheur on a pour l'avenir. Est-ce que la réussite, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans ? Est-ce que ce qu'on nous vend en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale avec la Startup Nation, c'est que c'est le téléphone connecté au frigo avec la 5G qui va faire notre bonheur ? Non, je crois pas que c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la qualité des relations qu'on entretient les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je place au cœur de ma réflexion politique les métiers du lien, c'est-à-dire assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, accompagnant d'enfants en situation de handicap, animateur périscolaire, toutes ces personnes qui s'occupent de ce qu'on a de plus précieux, nos bébés, nos personnes âgées, nos personnes handicapées, et qui aujourd'hui sont sans statut et sans revenu, c'est-à-dire dévalorisées dans la société. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui méprise les liens et qui hyper-valorise les liens. Alors, consommez moins, vous ne croyez pas à la croissance verte, vous nous direz pourquoi dans la deuxième partie de cette interview, mais François Ruffin, Emmanuel Macron est à Amiens pour 2 jours, vous êtes un enfant de la Picardie, il est un enfant de la Picardie, vous partagez la même terre, vous allez manifester aujourd'hui contre lui. Je vais accueillir le président de la République à la Citadelle, puisqu'il vient inaugurer. Donc je serai notamment avec la famille d'une personne qui est décédée sur le chantier d'insertion de la Citadelle. Voilà. Donc, et en même temps, il est venu déjà il y a 2 ans maintenant. On l'attendait depuis longtemps en fait. Il est venu depuis il y a 2 ans et il a garanti au Whirlpool, à l'époque, que tout le monde aurait du boulot. Pas de souci. Tapez la main sur l'épaule, on va s'occuper de vous et tout ça. Et aujourd'hui, ça a été un désastre. Moi, j'ai fait une lettre à l'Élysée en alerte après la reprise par WN pour leur dire regardez ce que font les ouvriers. Il y a 190 ouvriers à l'intérieur, ils font rien. Ils font des poules, ils fabriquent des tours Eiffel avec des pattes en formation. Bon, c'est des trucs un peu délirants. Ils passent leur temps à faire du débroussaillage. J'ai alerté l'Élysée, j'ai toujours pas eu de réponse. Résultat, l'entreprise... Mais l'État a aidé l'entreprise qui a succédé à Whirlpool. Ça s'est très mal passé, effectivement. Cette entreprise n'a pas trouvé les débouchés voulus. Aujourd'hui, sur le site, il y a une autre entreprise qui s'appelle Ageco qui a repris 40 salariés, à peu près sur les 200 et quelques salariés, 40 salariés aujourd'hui. Au départ, Alors, ce matin, dans le Courrier Picard, le président de la République vous répond indirectement et vous dit « C'est moi qui ai demandé à aller voir les anciens de Whirlpool demain matin. » Je crois que c'est demain matin, vendredi. Comme eux, j'y croyais. Comme eux, j'ai été déçu. Mais est-ce que le président de la République peut tout ?
Non, mais... Tel un monarque, il peut décider que chez Whirlpool, il y a telle entreprise qui va être aidée par les pouvoirs publics, qui va s'installer, qui va procurer du travail. Ils ont mis 5 millions d'euros. Si vous mettez 5 millions d'euros dans une boutique, Monsieur Bourdin, vous allez regarder ce que deviennent ces 5 millions d'euros. Là, il n'y avait pas de projet industriel. On a commencé par fabriquer des batteries, des boîtes aux lettres électroniques, des ascenseurs. Il n'y avait rien. Ça n'a pas marché. Ça partait dans tous les sens. On pouvait voir, pour qui se rendait sur l'usine, on pouvait voir que les gens ne travaillaient pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il doit y avoir une intervention du ministère de l'économie, de l'Élysée. Ils s'étaient engagés devant tous les médias. Il y avait les caméras, il y avait les micros, il y avait les stylos, il y avait toutes les autorités, le préfet et ainsi de suite. Il s'engage à redonner du boulot à tout le monde. Il va taper sur l'épaule des gens qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai peut-être envie de faire autre chose dans la vie », en lui disant « Non, non, je vous assure que c'est un repreneur qui est hyper fiable ». Et il les remet là-dedans. Et les gens, ils revivent un deuxième plan social derrière. Une catastrophe. Et en plus, ils se retrouvent avec 0 indemnité. Parce que là, le gars va pas avoir de pognon à mettre là-dedans. Donc je pense qu'il y a une responsabilité qui est la responsabilité du suivi. Je le dis, moi, si un jour, je mets 5 millions d'euros, ou si vous mettez 5 millions d'euros dans une boutique, vous allez suivre ce que ça Vous les avez pas, moi non plus. Et si jamais vous êtes alerté, si jamais vous êtes alerté par les syndicats, si vous êtes alerté par le député de la circonscription, ça doit vous allumer une lumière et vous dire bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je me suis engagé auprès des salariés, je me suis engagé auprès des Français, je dois venir intervenir. Mais comment allez-vous vous allez l'interpeller? Qu'allez-vous faire? On verra, vous savez, aujourd'hui... en fonction. Non, mais je veux dire, aujourd'hui à Amiens... Parce que vous allez le rencontrer. J'espère. Vous allez le côtoyer. Aujourd'hui à Amiens, il y a 1700 policiers qui ont été ramenés. En plus des 500 qui étaient déjà présents. Vous vous retrouvez après près de 2000 policiers dans une ville comme Amiens. On imagine que ça va faciliter le contact entre les habitants. Vous aurez contact avec le président. Oui, mais d'accord, mais ce qui compte un peu, c'est aussi les Amiénois et les Whirlpool en l'occurrence. On voit bien que ça va faciliter le contact avec les habitants. Inauguration d'un pôle universitaire, un discours à destination de la jeunesse, une inspection du dispositif du service national universel, visite d'une maison France Service. Il va parler aussi du canal Seine-Nord, le financement, 107 km qui est indispensable. Vous ne vous réjouissez pas que le président de la République vienne dans votre ville, dans votre région, pour aider la ville et la région? Écoutez, on a vu l'effet de l'aide qu'il nous a apportée il y a 2 ans sur les sites des Whirlpool. Ça aboutit à la catastrophe. Le président de la République est le bienvenu à Amiens, comme il est le bienvenu partout sur le territoire de la République, comme le sont tous les citoyens. Donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Il est le bienvenu, pas de problème. Maintenant, les gens ont des choses à leur dire. Par exemple, il y a des accompagnants d'enfants en situation de handicap. Macron avait pris des engagements dans sa campagne et puis ensuite pour dire voilà, ils auront un salaire, ils auront un revenu. Est-ce qu'il y aura possibilité pour ces personnes, pour ces femmes, de se faire entendre du président de la République? À l'heure actuelle, j'en doute. Donc voilà, c'est pas le Messie vient pas nous dérouler un tas d'or. Hein, donc on préfère qu'il vienne quand même. Il décide de venir. Attendez, maintenant il faut voir le contexte dans lequel il vient. Et vous verrez le résultat. Non, surtout. mais le résultat, mais il faut voir le contexte dans lequel il vient. Qu'est-ce qu'il vient faire en vérité? Le programme, le dessous des cartes, c'est le lancement de la campagne des municipales. Ah si, il y a une investiture politicienne. Oui. Ça m'étonne de vous, parce que vous n'êtes pas un spécialiste de ça. Oui, mais je suis pas spécialiste de ça, mais c'est pas moi qui en fais. En l'occurrence, c'est pas moi qui en fais. Mais... il y a des fois où c'est trop gros. Quand il y a une investiture en marche qui est donnée à la maire en place, qui cumule les mandats, qui a 66 ans de mandat au compteur, qui est élu depuis 1986, c'est pas tout à fait le renouvellement de la vie politique. Et que la semaine suivante, le candidat de la République décide de venir à Amiens, c'est une heureuse coïncidence. De la vie politique, vous le connaissez pas dans votre parti, hein, parce que ça fait combien de temps que votre président de parti est en politique, en tout cas, François Ruffin? Combien de temps? Je sais pas. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon... Entre 30 et 40 ans, d'accord, mais Jean-Luc... Voilà, non, mais je vous dis ça comme ça, parce que vous parliez de renouvellement de vie politique. Jean-Luc Mélenchon ne cumule pas les mandats. Non, d'accord, mais enfin, il cumule les années. Je pense qu'il a encore sa place. Il ne cumule pas les mandats, mais il cumule les années. Nous avons le devoir de mêler l'expérience et la jeunesse. Moi, ce que je mets en cause, c'est le cumul des mandats. Bon, d'accord. Je hais le président de la République, disiez-vous. Jamais je n'ai dit ça. Ah bon? Vous n'avez jamais dit? Jamais je n'ai dit ça. Bon, d'accord. Jamais je n'ai dit ça. Parce que ça a été répété, ça a été... Oui, mais je vous mets au défi. Il y aura du fact-checking derrière de tous. Je vous mets au défi, Monsieur Bourdin, de trouver un endroit où j'ai dit je hais le président de la République. Plan d'urgence pour les hôpitaux publics. L'État va reprendre 10 milliards d'euros de dette des hôpitaux sur 3 ans. Un tiers de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va dégager de l'argent, notamment dans les hôpitaux, pour les hôpitaux qui sont accablés par cette dette et qui vont pouvoir consacrer une partie de l'argent
de l'argent versé pour payer les intérêts de la dette, je ne sais pas moi, consacrer cet argent à ouvrir des lits ou à engager des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes, Ça vous plaît ou pas, ça? D'abord, l'improvisation. Le plan de financement de la sécurité sociale, il vient de passer à l'Assemblée. Il n'y avait rien à l'intérieur pour les hôpitaux. Et d'un seul coup... 1,5 milliard sur 3 ans. D'un seul coup, le président de la République se réveille et dit « Ah ben non, ça va pas », alors qu'on est dans une crise qui là dure depuis 6 mois et vraisemblablement, de manière souterraine, dure depuis encore plus longtemps. Donc c'est un réveil de dernière minute qui fait que, bon, c'est pas sérieux comme manière de faire. L'autre point, c'est que vous l'avez dit, dans votre question, il y a une forme de réponse. C'est-à-dire, ah ben ça va pouvoir servir à ouvrir des lits, ça va pouvoir servir à payer mieux les soignants, ça va pouvoir servir à tout ça. Mais justement, là on nous dit, peut-être qu'il y aura un peu de budget, tant mieux, on le prend. Bah peut-être, il y aura. C'est un effacement de dette. Peut-être, tant mieux. Non, c'est des intérêts de dette que l'hôpital ne paie plus, qui va lui permettre d'investir. D'accord. La question qui devrait être posée centralement, c'est pas des questions de budget, c'est quel projet pour l'hôpital. Quel projet pour l'hôpital, et vous mettez les moyens en face. Et là, on agit juste en financier. On dit voilà, il va y avoir un peu de budget, on va grignoter par-ci, remettre par-là, biduler dans un sens, biduler dans l'autre sens, mais sans se demander quel est le projet pour l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les urgences qui sont malades. Ce n'est qu'un symptôme du malade général de l'hôpital français. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce professeur de médecine, le professeur Bigot, qui raconte le jeu des couveuses musicales. Vous n'avez pas entendu ça? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à Paris, en ce moment, oui. Il y a une épidémie de bronchiolite chez les bébés. Mais en fait, tous les ans, au moment du Beaujolais de niveau, il y a une épidémie, il raconte. Sauf que là, on a fermé 20 lits en petite enfance, en pédiatrie. Résultat, il n'y a plus de place pour les bébés parisiens qui viennent se faire soigner de bronchiolite. Et c'est une maladie qu'il faut prendre avec une relative rapidité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient à Amiens, chez moi, les bébés parisiens sont très bienvenus. Ils les envoient à Caen, ils les envoient au Havre ou à Rouen. Enfin, et donc on a comme ça un jeu de couveuse médicale. C'est-à-dire, voilà l'accueil dans la vie pour un certain nombre de bébés qui souffrent de bronchiolite, c'est de se faire expatrier en province. C'est quand même particulier. On connaissait déjà le jeu des lits médicaux dans les hôpitaux, puisque moi, je m'étais rendu à Saint-Nazaire au service des urgences, et le principal jeu des soignants le matin en arrivant, c'est pas se demander comment va mon patient, c'est à quel jeu je vais jouer à 3D Tetris avec les lits dans les couloirs et dans l'Algeco pour que tout le monde puisse rentrer. Voilà où en est l'hôpital français. Et donc, pour ça, il ne suffit pas de dire il y aura une enveloppe. Donc l'effort est insuffisant, c'est clair. C'est ce que vous dites ce matin. Ça ne sera pas à moi d'en juger. Ça sera aux urgentistes, ça sera aux infirmiers, ça sera à ceux qui vivent ça et aux patients d'en juger. Bien. Dans la rue le 5 décembre, vous serez dans la rue le 5 décembre. Vous serez dans la rue. Oui. Ou avec qui? Ou avec qui? Sous quelle bannière? Peut-être à Amiens, peut-être à Paris, je ne sais pas. C'est pas comme si j'avais mon agenda qui était déjà calé. Bon, mais à l'évidence, moi, je suis partisan de la rue et des urnes. Oui. Donc le Front populaire pour moi est ma matrice, et la matrice est le Front populaire en 1936 qui a permis d'obtenir les congés payés et les 40 heures, c'est quand même pas rien. Le Front populaire, ça a été des urnes, un vote pour la gauche, et ça a été la rue avec une mobilisation populaire. Donc évidemment, Front populaire écologique. D'ailleurs, il est où le bonheur? Il est là, le bonheur. Un Front populaire écologique, rouge et vert. Un seul candidat pour la gauche en 2022. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Et vous dites aussi, il faut une pétition qui dise « Arrêtez vos conneries ». Oui. Arrêtez vos conneries, vous vous adressez à qui? Mais à qui? Je m'adresse à nous. C'est une pétition que à tous les dirigeants de la gauche, à toutes les figures qui existent à gauche dans sa diversité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il nous faut ouvrir un espoir entre l'extrême argent et l'extrême droite. On ne peut pas se résigner à avoir ce duel pour les années à venir. Et pour ça, évidemment, il faut que la gauche arrête ses conneries et qu'elle trouve le moyen de se rassembler et d'avoir une proposition qui fasse tilt dans la tête des gens et qui se disent... Il faut se distinguer de Marine Le Pen qui dit Emmanuel Macron n'a pas pris conscience de la souffrance des Français. Quoi. Oui. Vous savez, Marine Le Pen, elle va aux toilettes tous les matins. C'est pas parce que Marine Le Pen, elle va aux toilettes que moi, je vais m'interdire d'aller aux toilettes. Quand elle dit que Emmanuel Macron n'a pas pris conscience de la souffrance des Français, d'abord, je ne vais pas lui dire le contraire. Maintenant, en même temps, je pense qu'on n'a pas le même président de la République qu'il y a un an.
Je pense que la crise des Gilets jaunes est passée par là. Que, il est différent ? Oui, je pense un peu que Il a changé comment ? Je pense que la démesure, ce que j'appelais l'hubris à l'époque, la tête montgolfière qui fait que il prend de la hauteur, et puis les Jupiter qui planent sur son nuage, je pense que les Gilets jaunes, ils l'ont un peu ramené à un peu d'humilité, pas complètement, mais ils l'ont un peu ramené sur terre, et ce qui fait que il est obligé de déminer un peu avec les urgences, il est un peu obligé de prendre conscience qu'il y a un autre pays que la Startup Nation. Bon, consommer moins, répartir mieux, c'est ce que vous dites. Hein, vous ne croyez pas à la croissance verte ? Non, je ne crois pas à la croissance. C'est-à-dire, vous ne croyez pas, je ne sais pas moi, au développement du renouvelable. Non. Vous ne croyez pas à l'innovation industrielle dans le domaine environnemental. Non. Ça, au contraire, je prends. Oui. S'il y a des progrès technologiques, s'il y a des progrès des alternatives, je prends. Mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un gâteau. Le gâteau du PIB, il est assez gros pour tous les Français. On a de quoi être heureux avec ce qu'on produit. Jamais la France n'a été aussi riche. En revanche, c'est comment se fait la répartition de ce gâteau. Il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises... il faut produire de la richesse pour répartir un gâteau. Mais il n'y a pas besoin d'en produire davantage. Il n'y a pas besoin que le gâteau... Ça suffit. Non, voilà, le gâteau est aujourd'hui suffisant. Ça n'est plus la croissance qui apportera le bonheur. Elle a participé à notre bonheur, en gros, jusqu'aux années 70, et aujourd'hui, elle ne participe plus à notre supplément de bonheur. Ce n'est plus... on pourra juste en ramasser des miettes, et en plus, ça sera des miettes qui seront bourrées par des produits toxiques. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ce gâteau-là. Donc il s'agit de se demander comment on répartit mieux le gâteau. Il y a un gâteau qui existe, répartissons-le. Et je m'excuse d'en revenir à mes fondamentaux, mais il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises disposaient de l'équivalent de 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'était 25%. Aujourd'hui, c'est 30%. Voilà pour les 500 plus grosses fortunes. Tandis qu'à l'inverse, le rapport de la Fondation Abbé Pierre est très clair. En un an, la politique d'Emmanuel Macron a mené à 400 000 pauvres en plus en France. Donc la question qui doit être centrale aujourd'hui, c'est la question de la répartition. Comment on répartit ce gâteau ? Bien, comment on répartit ce gâteau ? Vous dites pas trop de croissance, moins de croissance, on est bien d'accord ? Je suis accroissant. Vous êtes accroissant. Vous n'êtes pas décroissant. Non, je suis accroissant comme certains sont agnostiques et ils pensent pas, ils évacuent Dieu. Moi, j'ai évacué il va bien falloir que les classes moyennes et les plus modestes renoncent à certaines choses. Par exemple, à un smartphone, dernière génération. Par exemple, au dernier pull. Par exemple, je ne sais pas. Alors, on renonce à consommer d'une certaine manière. D'abord, le mot d'ordre que je fais mien, c'est consommer moins, répartir mieux. C'est-à-dire que cette baisse de la consommation, elle doit commencer par les plus riches de ce pays. Quand vous voyez, par exemple, je suis allé au Monaco Yacht Show, vous savez, c'est un peu le salon... Vous étiez au Monaco Yacht Show ? J'y suis allé pour la radio, hein, quand j'étais... j'ai bossé moi aussi pour la radio. Vous savez, j'ai passé cette année de reportage. Je vous crois, mais je vous vois au Monaco Yacht Show. Avec bonheur, parce que j'aime aller dans ces lieux-là, et vous savez que j'ai pas fait Merci Patron par hasard, c'est parce qu'il y a une certaine fantaisie chez moi. Donc, quand je me retrouve au Monaco Yacht Show et qu'on m'apprend qu'une heure d'un yacht, c'est entre 800 et 1000 litres de gasoil qui est consommé, qu'aujourd'hui, le kérosène des avions n'est pas taxé, on a là une injustice tellement palpable qu'on ne va pas commencer par demander à faire des efforts. C'est que les classes moyennes ne veulent pas que le kérosène soit taxé, des avions. Hein. Je suis pas sûr du tout, mais en tout cas, par exemple, sur ma proposition... parce que ça va augmenter le prix des billets. Sur ma proposition de supprimer les vols aériens lorsqu'il existe du train, il y a eu un sondage qui a été fait et qui était largement favorable à cette proposition. Donc, en tout cas, on ne va pas commencer à demander aux plus modestes comment ils vont se serrer la ceinture. Il faut commencer par ceux où il y a du gras. Voilà, il faut commencer par cela. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous parlez du smartphone. Il n'y a pas de difficulté à avoir un smartphone. Mais par contre, le changer tous les 6 mois ou tous les 2 ans, comme nous y incitent tous les trucs de leasing de Apple et compagnie, ça va pas. En faire un objet publicitaire, je suis, par exemple, pour une interdiction de la publicité là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on en fait un objet de valeur. Interdire la publicité ? Pour iPhone et Samsung, par exemple. Pourquoi ? Interdire la publicité pour les smartphones ou autres objets de consommation qui ont un impact énorme. Ce sont 2 millions de tonnes, il me semble, de déchets tous les ans.
parce qu'on jette notre smartphone tous les 2 ans. Elle a déposé une proposition de loi. Et là-dessus, le recyclage n'existe pas. Mais j'ai déposé une proposition de loi, Monsieur Bourdin, sur la publicité, 2 en l'occurrence. Mais pour dire, par exemple, que, en tout cas, il faut stopper l'invasion. L'invasion aujourd'hui, c'est quoi? C'est des écrans publicitaires qui s'installent dans les toilettes, qui s'installent dans les gares, qui s'installent sur les trottoirs. J'ai vu pour les toilettes. Ouais, et chaque écran de cette nature-là, c'est l'équivalent en consommation électrique d'un ménage pendant 1 an. Quelle est l'utilité de ça? Même EDF considère que c'est une dépense d'énergie superflue. Donc il faut arrêter. D'abord, il faut mettre un stop à cette publicité invasive. François Ruffin, merci. Il est où le bonheur? Sans point d'interrogation, aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci. Merci à vous, Monsieur Bourdin. Merci, 8h54.